Dans cet épisode du balado compte complet. Bon, ben Alain, tu m'ouvres la porte. On a parlé tantôt de Bichette Guerrero chez les Blue Jays de Toronto. Mais quel est le joueur chez les Jays qui a le plus de valeur? Tu sais, que tu dis, lui, là, si on le prend puis on l'échange, compte tenu de son contrat, son âge, son rendement, lequel a le plus de valeur, selon toi? Ben, c'est Berrios. Au bon sens, actuellement, compte tenu qu'il est sous contrat pour plus qu'une saison. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, notre balado qu'on vous présente chaque semaine à Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Et Marc, on va commencer avec les Blue Jays de Toronto. La loi de Murphy, c'est pas mal appliquée en ce qui concerne les Blue Jays. Tout ce qui pouvait aller mal est survenu. On n'a pas gagné un seul match en 2 séries, dont celle contre les Red Sox de Boston. Je pense que c'est celle qui a fait le plus mal. Et on s'est fait balayer contre les Guardians de Cleveland. Et qui plus est, ben écoute, si on voulait garder vers l'avenir, il va falloir attendre à l'année prochaine parce que notre prospect numéro 1 ne jouera plus cette année. À moins que ce soit dans le dernier week-end de la saison, là, mais suspendu pour dopage dans le cas du jeune Martinez. Bref, pense qu'on peut tourner la page vers la prochaine saison. On regarde les probabilités de faire les séries un peu partout, Marc, dans à peu près tous les sites de simulation, là. Puis on est en bas du 5%, qui est le niveau à partir duquel, généralement, on prend une décision. Exact. Et ben écoute, la nouvelle sur Martinez, tu comprendras effectivement que c'est comme la goutte qui fait déborder le vase un peu. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, Alain? Est-ce que, tu sais, je veux dire, je regarde le clan Shapiro-Atkins au cours des dernières années, en fait, bon, quoi, depuis 2016, là, qu'ils ont les rênes de cette équipe-là. Tu sais, si tu analyses froidement tout ce qui a été fait, je parle de transactions, de repêchage, de mise sous contrat par joueur autonome, c'est pas un si mauvais dossier que ça. Je sais que les gens tapent beaucoup sur l'organisation en ce moment, puis pour cause, ça va pas tellement bien, puis on voit que l'équipe était très fragile, certes en attaque, mais tu sais, on a essayé des choses, ça n'a pas fonctionné. Mais ça reste que on n'a aucune victoire en série. On a fait les séries, je compte pas 2016, parce que 2016, c'était l'équipe évidemment d'Antopoulos, là, mais après 2016... si tu analyses ça, c'est une équipe qui a fait les séries à 3 reprises, mais on n'a aucune victoire. On a fait beaucoup de changements. Je te dirais même qu'au niveau des transactions, Alain, ils en ont fait beaucoup plus de bonnes que de moins bonnes. Le problème, c'est que les moins bonnes ont été vraiment moins bonnes, ce qui a affecté beaucoup l'équipe. Tu regardes le réseau de filiales où avec, bon, rappelle-toi, lorsque Bichette, Guerrero et Biggio grandissaient, on était parmi le meilleur réseau de filiales. En fait, pendant 3 années, on était dans le top 5 pratiquement des réseaux de filiales. Et malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve parmi les 5 pires actuellement. Donc, le réseau de filiales n'est pas rempli. Tu viens de parler de Martinez qui, en plus, vient de se faire prendre pour dopage. Et... on fait quoi, là, maintenant? Là? Biggio est parti, a été le premier de la gang à partir. Est-ce qu'on se départit vraiment de Bichette et Guerrero compte tenu de leur valeur actuelle? Est-ce qu'un Berrios qui a beaucoup de valeur, est-ce que tu t'en départis aussi? Parce que là, les équipes savent que tu vas vendre. Ouais. C'est pas une situation si facile. Tout ça pour dire que c'est pas une situation facile. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ces gens-là en place actuellement, ce sont les bonnes personnes pour relancer l'organisation? Ben, c'est la question. Puis, Marc, on a fait des séries 3 fois. Donc, c'est un bilan qui n'est pas complètement négatif. Ça, je pense qu'il faut le retenir. Non, c'est pas de victoire. Là. On s'est fait sortir à chaque fois sans remporter un seul match. On n'était pas favoris l'année passée. On n'était pas favoris, en tout cas à mon sens, contre les Twins. Il y en a qui favorisaient les Blue Jays. Je pense que les Twins ont gagné cette série-là. Je pense qu'on n'était pas favoris contre les Rays en 2000.
Contre les Mariners de Seattle, on l'a probablement échappé, Marc. Oui. Perdre contre Castillo dans le premier match. Castillo, c'est peut-être un de ses meilleurs matchs depuis le début de sa carrière. Le deuxième match, on l'a perdu. On l'a échappé. C'est pas compliqué. Là, c'est une série qu'on aurait peut-être dû gagner, à mon sens. C'est peut-être la meilleure édition des Blue Jays. Mais regarde, ça arrive dans une courte série qu'on la perde. Qu'est-ce que tu veux? C'est la loi du sport. C'est pas parce que tu as la meilleure équipe sur papier que tu vas gagner une série, particulièrement une série 2-3. Donc, moi, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. J'ai été surpris quand même de ton bilan. Je pensais qu'il était pour être plus négatif que ça. Mais peu importe qui va prendre la décision, je pense que les deux premières, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Bichette et Guerrero. Là, je pense qu'il est à peu près temps là, que moi, je pense que la décision est prise, qu'on ne les gardera pas, sinon, ce serait déjà fait, à mon sens. Donc, à partir du moment où tu tournes la page sur la saison, il s'agit de savoir le retour que tu vas avoir. Et l'autre question, qu'est-ce que tu fais avec Springer? Je pense que c'est le boulet présentement au sein de l'organisation. Est-ce que tu décides, bon, si tu échanges un Guerrero, par exemple, tu te contentes de pas grand-chose à la condition que tu ajoutes un Springer pour te débarrasser de ce qui reste de son contrat? C'est des décisions qui sont à prendre, ça, Marc. Ben, écoute, c'est pour ça que c'est un dossier qui est quand même assez complexe. Parce que là, si tu parles de Guerrero et Bichette, tu peux inclure un Springer, effectivement, avec un Guerrero. Qu'est-ce que tu peux avoir pour Bichette? Parce que c'est important de comprendre que Toronto est un gros marché. Là. Même si c'est au Canada, c'est un gros marché. Est-ce qu'on va accepter d'une reconstruction qui va prendre quand même quelques années ou on va vouloir échanger des Guerrero ou Bichette ou peu importe, pour essayer d'aller avoir des joueurs qui commencent à peine à s'établir, qui ont, disons, un potentiel fort intéressant, mais qui seraient prêts là d'ici 1 an maximum. T'sais. Alors, il y a tout ça aussi qui est à considérer. Des gars, par exemple, comme soit Outman à Los Angeles ou encore à Baltimore, on peut aller piger là chez... je pense pas que Kjerstad serait disponible. Un gars comme Star Wars pourrait l'être, par exemple. Ben, tu sais, des gars comme, je pense que Hartman est un bon exemple. Édouard Julien, là, je veux pas partir de rumeurs, mais tu sais, des gars que, d'ailleurs, il va beaucoup mieux au niveau 3 en passant, Édouard Julien, là. C'est que ça a été difficile au début, mais, tu sais, des gars, là, tu sais, qui sont prêts, sont là, est-ce qu'on leur fait confiance? Bon, parce qu'à un moment donné, tu peux pas, tu sais, je veux dire, on vient de rénover le stade au complet à Toronto, je suis pas sûr que c'était dans les plans d'une reconstruction immédiatement. Mais moi, la question, Alain, c'est que, bon, une nouvelle organisation qui arrive, on leur donne souvent, bon, c'est 5 ans, hein, avant d'évaluer là, le retour sur... ça prend un petit bout de temps. Bon, admettons que 2016, sont arrivés très tard à 2015, fait que 2016, on va oublier ça. Donc, de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021... Tu sais, là, à partir de 2021, il faut évaluer, bon, c'est quoi le travail. Comme j'ai dit, le bilan n'est pas si négatif, malgré que je trouve qu'au niveau repêchage, ça a été ordinaire. Tu sais, Nate Pearson est ressorti de là, évidemment, mais tu sais, Horowitz, c'est un choix de 24e ronde. Là, donc, il y a donc un peu de chance dans ça, mais je parle des choix de première ronde, ça s'est pas développé tel qu'anticipé. Puis ceux qu'on a eu, comme Austin Martin, on les a échangés. Puis évidemment, Gabriel Moreno aussi a été échangé. Donc, c'est que là, on se retrouve avec un réseau qui est pas... qui fait pas wow, qui permettra pas justement d'aller d'en offrir 1 ou 2 joueurs d'avenir pour aller justement peut-être ajouter à des possibles transactions. Mais ma question, c'est que là, bon, 2021, ça faisait donc 5 ans, 2022, 2023, on est en 2024, ça fait 8 ans, là. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que ça prend, faut brasser la soupe un petit peu plus pour que ça décolle? Parce que là, tu sais, j'ai hâte de voir la décision, tu sais, de Rogers, en fait, qui est propriétaire des Blue Jays. Est-ce qu'on va faire confiance? Parce que j'ai l'impression, il y a 2 choses là-dessus. Shapiro a été embauché parce qu'on voulait mieux contrôler les dépenses baseball. On trouvait qu'Antopoulos dépensait un petit peu trop, même si c'est épouvantable de penser ainsi parce qu'il a redonné vie non seulement aux Blue Jays en 2015-2016, mais en plus, il a redonné vie au baseball partout au Canada. Tu sais. Mais c'était carrément la décision prise et évidemment, on a tassé Antopoulos parce qu'on lui a dit qu'il n'avait plus carte blanche. Mais là, maintenant, puis évidemment, je pense qu'un projet de rénovation de stade était aussi dans le mandat de Mark Shapiro. Mm-hmm. Mais là, Alain, après 8 ans,
Est-ce qu'on continue? Moi, j'aime une stabilité dans une organisation, mais là, force est d'admettre que si on fait juste, par exemple, dire à Schneider, ben là, t'es congédié, là, on règle zéro, là. On règle zéro problème dans cette organisation-là, à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est toute l'organisation baseball on doit avoir un renouveau, même si le bilan n'est pas si négatif, ou on fait confiance? Parce que là, la décision est importante, là. T'échanges Guerrero ou Bichette, là, c'est des... Tu sais, je veux dire, c'est pas simple, là. Shapiro, ça va au-delà du baseball, Marc. C'est quand même lui qui a chapeauté là, les rénovations. C'est le président d'équipe, donc il s'occupe pas seulement des opérations baseball. Ça pourrait être Atkins seulement qui lève les feutres, dépendant là, du niveau de confiance qu'on a envers Atkins. Mais encore une fois, tu sais, quand on a bâti cette équipe au départ, c'était autour de cette équipe-là, d'équipe 2A, de BGO, bon, moins BGO, mais autour de Bichette et Guerrero. Les pierres d'assises de cette équipe-là, c'était ces deux joueurs. Je pourrais peut-être ajouter Nate Pearson un petit peu par la suite, parce que Nate Pearson, on l'oublie peut-être, Marc, mais c'était le prospect numéro 1 chez les lanceurs il y a quelques années dans tout le baseball majeur. Donc, à partir du moment où, ça a été établi, c'est une décision d'organisation, là, on ne sait pas ce qui se passe autour de la table. Mais tu sais, on sait très bien, dans le cas d'Atkins, ça se fait avec Shapiro, les deux se connaissent. Est-ce que le niveau de confiance demeure aussi élevé qu'il l'était il y a 5 ans? Je pense que c'est peut-être la question là, qu'il faut se poser. Et le niveau de confiance de Rogers envers Shapiro. Ça, moi, j'ai l'impression, si Shapiro devait quitter, ça va être de lui-même. Il s'agit maintenant de savoir si Atkins a toujours la confiance de Shapiro. Ben là, Atkins, je pense que c'est la grosse question. Atkins qui était avec Shapiro, avec Cleveland. Ben oui. Alors, tu sais, c'est ça. Fait que moi j'ai l'impression que ça vient en paire un petit peu, mais bon, je peux me tromper évidemment dans ce dossier-là. Mais chose certaine, la date limite des transactions, c'est à la fin du mois de juillet. Donc, on est à peu près à un mois, là, 5 semaines maximum. Beaucoup d'équipes là-dedans. Donc, est-ce qu'on va vouloir réagir tôt? Mais chose certaine, Alain, on peut pas laisser passer la parade ou regarder passer la parade, se croiser les bras puis rien faire. Je pense que les gens s'attendent à des gestes posés, mais des gestes concrets qui va permettre de donner un peu espoir. Moi, la différence entre puis je veux pas faire des comparaisons toujours, mais ce qu'Antopoulos avait fait, puis ce que le groupe de, on va l'appeler le clan Atkins, là, c'est que dans le cas d'Antopoulos, peut-être, oui, c'était pas parfait, là. Tu sais, il en a échangé des joueurs d'avenir, puis bon, ils n'avaient pas tous gagné ces transactions, mais t'as toujours l'impression qu'il donnait espoir à l'organisation, aux joueurs, aux partisans. Là, depuis le début, depuis l'hiver dernier, depuis la saga Ohtani, qu'on n'a pas mis sous contrat, puis qu'on n'a pas réagi par la suite, on est comme, tu sais, toujours en attente de quelque chose qui vient jamais. Puis ça, c'est très fatigant pour une base de partisans. Alors moi, je m'attends à ce que ce soit des changements, mais des changements importants dans l'organisation pour permettre à cette équipe-là de reprendre un peu de vie, là. Oui, plus tôt que tard, compte tenu, comme tu le mentionnais, là, que c'est pas un petit marché. Donc, moi, je pense qu'il y a des décisions importantes là, qui vont venir au cours du prochain mois. Un petit mot, Marc, sur la suspension de Elvis Martinez. Regarde, il s'est fait prendre, point final. Prends ta pilule, puis passe à d'autres choses. Moi, ce que je trouve... C'est le moment, Marc, qui est mal choisi. Ben, écoute, ça faisait 48 heures qu'il était rappelé. Imagine-toi, venait de frapper son premier coup sûr dans le baseball majeur. Mais tu sais, Alain, là, c'est un manque de jugement flagrant, là, parce que, tu sais, si tu te fais prescrire quelque chose, ça arrive, là, tu sais, que tu peux... Mais aujourd'hui, en 2024, assure-toi donc avec l'équipe médicale de l'équipe, regardez, je prends tel médicament pour tel problème, est-ce que je suis correct avec ça? Alors, lui-même a dit, j'ai pas pensé ou j'ai pas osé demander à l'équipe. Ça a été là le premier problème. Et là, écoute, c'est une carrière qui commençait, 48 heures dans le baseball majeur, enfin, puis là, tu te fais suspendre. Ça reste collé avec toi un peu, cette décision-là. Donc, c'est malheureux, mais c'est vraiment de sa faute, là. Je pense qu'il n'y a personne d'autre à blâmer là-dessus, là. Ouais. Ben Marc, c'est le temps de la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Consultez le www.sylmar.ca. Donc, c'est assez simple. Selon vous, est-ce que le duo Shapiro-Atkins peut relancer les Jays? On vous invite à envoyer vos commentaires sur cette question qui paraît sur facebook.com/compte complet balado ou notre site internet comptecomplet.com. On s'est déjà prononcé un peu là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'on va les garder. Si jamais il y a des changements,
ce sera la décision de Shapiro de penser à d'autres choses. Moi, c'est ce que je pense qui va arriver éventuellement. Ça peut être frustrant présentement, mais comme on l'a mentionné, Marc, le bilan n'est pas aussi noir là, que malheureusement la situation actuelle peut le laisser penser. Alain, je rappelle à nos auditeurs que, évidemment, notre partenaire, on remercie d'ailleurs notre partenaire Plan de Match, notre partenaire principal, la boutique de baseball, c'est à Boucherville, donc une boutique sur place. Tout l'équipement de baseball nécessaire, cage de frappeur, des cours privés, tout est là pour tous les goûts au baseball. Et vous avez aussi la boutique en ligne, boutiqueplandematch.com, pour aller justement, par exemple, si vous pouvez procurer une belle casquette plan de match, c'est à cet endroit. Et aussi, je vous rappelle notre site Internet pour savoir où nous rejoindre, nous écouter, nous regarder sur YouTube. Vous allez simplement sur www.comptecomplet.com. Bon, Marc, on vient de parler du marché pour les Jays. Ce qu'on va aborder, sont les équipes. Il y en a plusieurs. Il y a 9 équipes dans la nationale là, qui sont à peu près 4 matchs de distance, là, qui se battent pour 2 postes. Alors que dans la Ligue américaine, c'est pas qu'il y a tant de distance que ça, Marc. Ce qui peut peut-être inquiéter certaines équipes, ce sont celles qui sont à peu près 4 matchs. Et je parle de Houston, Texas et Tampa Bay, qui ont quand même fait des séries à quelques reprises au cours des dernières années. Donc, dans la Ligue américaine, c'est peut-être plus serré qu'on pourrait le penser. Toujours est-il que c'est peut-être le temps pour les Blue Jays de vendre compte tenu du nombre d'équipes là, qui vont vouloir se renforcer. La question qu'on se pose, Marc, et c'est surtout dans la Ligue nationale, on regarde un peu les équipes qui s'en vont là. Hier, on a fait les Cubs et les Mets. Ce sont 2 gros marchés. S'il y a une ouverture, on va se lancer dedans. C'est la même chose avec les Red Sox de Boston. Là, il y en a d'autres qui, on le sait, qui sont en train de se reconstruire. Je pense particulièrement à Washington. Washington joue bien, on est athlétique, on court, il y a des bons jeunes qui s'en viennent au monticule. J'aime beaucoup Mitchell Parker. Mackenzie Gore se développe presque comme prévu, Marc, parce que c'était un gros prospect quand il était avec San Diego. Mais je suis pas sûr qu'une équipe comme Washington va tenter d'accélérer le processus de reconstruction. Donc, écoute, mais quand même, Washington, c'est pas une petite ville. On fait quoi dans ces cas-là? Tu as différentes réalités là, dans ces Et c'est ce qui rend la période cette année encore plus intéressante, la période de possible transaction. Parce que, tu sais, Alain, je sais qu'il y a plus d'équipes en série dans le baseball d'aujourd'hui, mais lorsque tu as la possibilité de les faire, les séries, puis on a vu au cours des dernières années, tu peux rentrer par la porte de côté en série, puis quand même te rendre jusqu'au bout. Si tu as la possibilité de le faire, que tu t'appelles Washington, ça ne veut pas dire que Washington va aller chercher un gros nom, mais on peut aller chercher du renfort. Tu sais, un vétéran qui va venir nous donner un petit coup de main, soit au monticule, soit évidemment dans le rôle offensif. Je serais pas surpris de voir ces équipes-là transiger, mais évidemment, on videra pas évidemment tous nos joueurs d'avenir. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je m'attends quand même à ce que ces équipes-là, si on sent qu'on est dedans, on va bouger. Alors, la question en ce moment, c'est que, tu as parlé des équipes de gros marché, les Cubs, les Mets, entre autres choses. Qu'est-ce que tu fais si t'es les Pirates de Pittsburgh aussi, là? Est-ce que tu fonces? Est-ce que tu fonces pas? Alors, je vous dirais, moi, que les prochains 10 matchs, là, avant la pause du match des étoiles, là, tu vas te positionner. Parce qu'après la pause du match des étoiles, on va être rendu passé la mi-juillet. Et là, là, il restera pas beaucoup de temps. Et comme tu l'as mentionné, beaucoup d'équipes, normalement, vont devenir acheteurs, ce qui va favoriser donc le marché pour ceux qui décident de vendre, comme les White Sox de Chicago, par exemple, peut-être même les Marlins à un certain niveau. Je ne suis pas certain si les Rockies vont le faire, mais ça reste qu'automatiquement, on va regarder ces équipes-là, surtout que c'est un marché de la sorte. Et là, il peut y avoir des transactions. Si je me fie au passé, comme les Braves d'Atlanta avec Alex Antopoulos, on en a parlé tantôt d'Alex, mais Alex a toujours eu cette réputation de bouger avant tout le monde. Parce qu'il veut, il y a des joueurs qui veulent, alors il bouge avant. Est-ce que d'autres équipes vont vouloir utiliser cette stratégie-là? Chose certaine, il va y avoir des transactions. Je suis convaincu, moi, que cette année, ça va bouger beaucoup plus que par les années passées. Compte tenu du marché, compte tenu des possibilités de faire les séries, compte tenu des situations comme celles des Blue Jays de Toronto qui déçoivent, avec des joueurs qui s'en viennent joueurs autonomes après la saison 2025, la valeur, c'est maintenant. Alors, tout ça, faut tout regarder cet aspect-là. Baltimore,
qui a le meilleur réseau de filiales, même malgré évidemment toute cette jeune équipe. Est-ce qu'on veut s'assurer là d'être bien équipé pour les séries cette année, faire le pas de plus, tenter de gagner le titre de la division devant les Yankees? Je trouve ça vraiment le fun, moi, de savoir que tout ce marché-là, possiblement, va être chamboulé là, au cours d'ici la fin du mois de juillet. Ben écoute, tu parles de Baltimore, Marc. C'est une partie du deuxième étage arrive de Houston. Et les Astros avaient l'habitude, Marc, de faire des acquisitions de taille. Rappelle-toi, Justin Verlander, entre autres, 2 fois plutôt qu'une. Même si la deuxième fois, c'est pas cette équipe-là. Mais quand même, on avait l'habitude, pas juste de faire du remplissage. Moi, je m'attends à ce que les Orioles aillent chercher un gros nom. Puis on a le matériel pour le faire. Il y a quelques jeunes. On n'a pas de la place pour tout le monde présentement. Non, c'est clair. Puis tu regardes, on regarde les équipes. Bon, tantôt je disais, on regarde les équipes qui ont des joueurs comme les Blue Jays avec qui ont encore une certaine valeur parce qu'on n'est pas autonome avant 2025. Faut que tu regardes aussi les équipes qui ont un réseau de filiales rempli. Parce que ça, c'est attrayant aussi, là. Ce sont des équipes qui peuvent se permettre, par exemple, de transiger compte tenu de la valeur de leur réseau. Et souvent, un réseau, oui, ça sert à développer des joueurs pour ta propre organisation, mais ça sert aussi à t'améliorer maintenant. Puis on sait que, je sais que c'est pas facile de rebâtir dans le sport, là, parce que c'est long, puis les partisans veulent des résultats rapides. Et je pense qu'il y a des organisations qui font les choses très bien, où on semble jamais être en reconstruction, mais qu'on est toujours en train d'ajouter un petit peu pour garder à flot le rendement. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que il y a beaucoup de différentes possibilités. Et ça va faire en sorte, évidemment, que ça va bouger davantage. Mais je ne sais pas, en termes des Orioles de Baltimore, est-ce que tu vas chercher un lanceur? Est-ce que tu vas chercher un joueur de position? Est-ce que tu trouves que l'attaque en donne assez ou c'est vraiment au monticule leur problème? Ben écoute, moi c'est un lanceur. Je pense que c'est chez des joueurs de position. C'est un gars comme Westberg pourrait être disponible. Pourquoi je dis ça? Parce que on n'échangera pas Jackson Holliday. Jackson Holliday va jouer avec l'équipe. On a Henderson qui est déjà là. À l'avant-champ, je pense qu'on pourrait se débrouiller. Les deux en donnent. On a Urias et Matteo qui sont déjà là. Ce sont des gars qui sont capables de jouer presque régulièrement. Donc, moi, je pense qu'on peut... Tu sais, Kjerstad, qui est peut-être le meilleur frappeur, qui n'est pas dans les majeurs actuellement. C'est un haut choix lors de son année de repêchage. C'est quand même pas négligeable là, ce qu'on pourrait donner chez les Orioles de Baltimore. Puis moi, je pense qu'on va aller se chercher de l'aide au monticule. Peut-être pas en relève. Les releveurs, comme je le mentionnais, on est de l'école des Astros de Houston. Puis je pense qu'on a la même mentalité que j'ai déjà énoncée pour les releveurs. Regarde, tu payes pas le gros prix pour avoir 60 manches. Mais si tu es capable d'aller en chercher, par exemple, chez un lanceur partant, là, ça vaudrait la peine. Et c'est peut-être là, il y en a plusieurs sur la liste des joueurs blessés actuellement. Je pense que c'est là qu'on aimerait aller chercher quelqu'un pour appuyer Corbin Burns. Je sais que Grayson Rodriguez a une bonne saison, mais c'est quand même sa première année complète. Donc, d'avoir un one-two punch là, au monticule, je pense que les Orioles détesteraient pas ça. Alain, tu m'ouvres la porte. On a parlé tantôt de Bichette Guerrero chez les Blue Jays de Toronto. Mais quel est le joueur chez les Jays qui a le plus de valeur? Tu sais, que tu dis, lui, là, si on le prend puis on l'échange, compte tenu de son contrat, son âge, son rendement, lequel a le plus de valeur, selon toi? C'est Berrios. Au bon sens, actuellement, compte tenu qu'il est sous contrat pour plus qu'une saison, qui connaît des bons moments, son bras est sain, qui n'est jamais blessé, c'est probablement lui avec lequel tu pourras avoir un meilleur retour. Puis, compte tenu du marché des lanceurs partants, tu sais, je parlais de Houston tantôt, c'est la même chose avec Texas, c'est la même chose avec les Red Sox de Boston. Eux, s'ils ont la chance de mettre la main sur un lanceur partant qui est capable de leur donner des manches de qualité, ils vont le faire. Mais quelle équipe est la mieux équipée pour donner des bons joueurs?
Je pense que ce sont des Orioles. Est-ce que tu ferais une transaction à l'intérieur de ta propre division? Est-ce qu'on oserait, chez les Jays, par exemple, se dire, ben là, le plus qu'on peut les chercher, c'est avec une équipe de notre propre division? Ça, c'est... Il y a des organisations qui aiment moins agir de la sorte compte tenu. Même si on joue un peu moins de matchs aujourd'hui, ça reste que tu veux gagner le titre de ta propre division. Alors, pas toujours évident non plus. Oui. Puis, tu sais, on parlait des équipes repêchées, mais tu sais, je sais que tu n'es pas certain encore des Brewers de Milwaukee. Je pense pas que les Brewers aillent bouger. Tu comprends? On a carburé beaucoup sur nos 3 partants ces dernières années. Là, c'est l'attaque qui tire l'équipe avec la tenue surprenante de quelques lanceurs. Mais est-ce qu'on va être capable de continuer? Je pense que dans le cas des Brewers, par exemple, ben, on va continuer avec le personnel qu'on a sur place. C'est la même chose de certaines équipes de petits marchés. L'équipe qui pourrait bouger, Marc, et je regardais, puis je ne sais pas quoi penser, les Cards de Saint-Louis. Nos partants, on n'a pas été blessés encore outre mesure cette année. Steven Matz, là, qui est sur la touche, mais nos vétérans partants nous en ont donné assez. Puis, tu sais, le groupe de jeunes là, qui est arrivé là, il y a quelques années, les Notebar, Donovan, Burleson, Gorman, etc., mais sont en train de produire assez pour propulser des Cards. Donc, puis il faut de la place pour faire jouer ces gars-là pendant qu'ils frappent. Je suis pas sûr que les Cards vont bouger. Moi, Marc, sinon peut-être pour un lanceur partant. En tout cas, une chose certaine, si les séries commençaient aujourd'hui, les Cards, ils seraient parmi les équipes, parmi les 3 équipes repêchées. Mais cette division centrale de la nationale, celle-là, elle est spéciale. Parce que tu as parlé des Brewers qui sont en tête. Moi, je pense que les Reds peuvent encore, même si ça joue pas très bien en défensive, je pense que les Reds vont quand même. Tu sais, c'est une division qui va être extrêmement serrée. Parce que ça semble pas être des équipes qui vont nécessairement bouger, là. Tu sais, tu as parlé des Brewers, les Cards. Est-ce que les Pirates vont vraiment bouger dans cette division-là? On peut en douter. Mais c'est elle qui va peut-être décider de transiger. Ça peut peut-être lui donner cet élan-là pour finir au premier rang. C'est 5 équipes qui pourraient finir autour de 500, imaginez, là. Donc ça devient intéressant. Mais moi, je suis convaincu encore que tu sais, tu as parlé qu'il y a 9 équipes en ce moment, parmi les équipes repêchées dans la Ligue nationale qui tentent, tu sais, dans le fond, on tente de se faufiler pour 2 postes en série. Ouais. Mais il y a des équipes, beaucoup de ces équipes-là, Alain, qui n'ont pas pris encore la décision officielle de dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas. C'est pour ça que les 10 prochains matchs, pour moi, ça va être déterminant. Si tu te fais balayer ou si tu en gagnes une sur 10, ça va t'aider à te positionner. Donc, on est au début là, de cette prise de décision importante pour la plupart de ces équipes-là. Oui, et un bon exemple de ça, Marc, c'est, regarde, en début de semaine, les Cubs jouent à San Francisco une série de 4 matchs. Il y a un balayage d'un côté ou de l'autre. Là. Ça va faire très, très mal à l'équipe qui perdrait les 4 matchs. Là. Bon, Marc, c'est la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui et notre carte va en ce sens. La carte de la semaine qui est une présentation de card-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On a porté notre dévolu sur un des meilleurs frappeurs de puissance au Québec dans les années 30 et 40, Roland Gladu. C'est une carte alors qu'il évoluait avec les Petroleros de Cienfuegos à Cuba dans la saison 45-46. Ligue d'hiver cubaine. C'est la carte numéro 60. Il s'est retrouvé là, lui, à la suggestion de Jean-Pierre Roy. Les deux avaient joué ensemble avec Montréal lors de la saison 1945. C'était les 2 vedettes en compagnie d'un 3e Québécois qui jouait à l'arrêt-court, soit Stan Bréard. Donc, l'ensemble de la Ligue d'hiver cubaine, c'est à peu près 100 cartes et quand même quelques membres du Temple de la renommée. Ray Dandridge, Manny Minoso, Ray Brown et Martin DeHigo. DeHigo, d'ailleurs, on disait qu'il aurait pu être au Temple de la renommée en évoluant en n'importe laquelle des 9 positions sur le terrain. J'inclus lanceur et receveur. C'était des cartes qui étaient distribuées par le manufacturier de bonbons Felices, ensemble qui a brisé les barrières raciales parce qu'on a des joueurs latinos, blancs, afro-américains. Donc, Roland Gladu qui faisait partie de cette équipe. Il a eu ce qu'on appelle en anglais une tasse de thé, une tasse de café avec les Dodgers de Brooklyn en 1944. Donc, avec les Braves de Boston plutôt, les Braves qui n'avaient pas une très très bonne équipe. Et il a passé sa vie dans le monde du baseball. D'ailleurs, c'est lui qui était recruteur chez les Braves de Milwaukee quand on a recruté Claude Raymond et quelques autres Québécois. Roland Gladu, il a joué au Canada, il a joué aux États-Unis, il a joué au Mexique, il a joué à Cuba et il a joué aussi en Angleterre.
Oui, il y a eu une ligue semi-professionnelle en Angleterre dans les années 30 et Roland Gladieux se retrouvait là. C'était un frappeur de puissance, Marc, à son année avec les Royaux de Montréal en 1945. Il y a eu une saison du tonnerre avec 45 doubles, 14 triples, 12 coups de circuit et 64 buts sur balle. Et dans le baseball moderne, ça se ferait pas, mais en plus de 600 présences au bâton, 27 retraits sur des prises seulement, avec un MPP au-dessus de 900. Donc, voilà pour Roland Gladieux. Comme je le mentionnais, c'est un des frappeurs de puissance là, des plus prolifiques des années 30 et 40 au Québec. Lui et Stan Bréard, probablement, ont marqué le baseball professionnel dans ces années-là. C'est le moment de notre segment Baseball Québec. Et Alain, je sais que, tu suis ce qui se passe un peu à travers le Québec, là, dans le baseball amateur. On sait qu'il y a la Ligue de baseball junior élite du Québec. Partout au Québec, ça va bien. Ça, c'est des joueurs... on peut jouer là jusqu'à 22 ans. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la Ligue de baseball majeure du Québec. C'est le plus haut calibre de baseball amateur au Québec. On sait que la Ligue Frontier avec les Capitals, les Aigles. Mais là, je parle de baseball amateur. Il y a beaucoup d'anciens joueurs professionnels, dont François Lafrenière, Benjamin Pelletier, des gars comme ça qui évoluent dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Et je leur fais un petit coucou aujourd'hui. C'est intéressant. Et si vous avez la chance d'aller voir ce calibre-là, vous allez être surpris assurément. Il y a 2 divisions. La division B45 qui inclut les villes de Victoriaville, Sherbrooke, Quaticook, dis-je, Shawinigan, Drummondville et Thetford. Et la division Louisville Slugger avec Actonville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal, Laurentides et Granby. Donc, ça fait le tour quand même du Québec, du très bon calibre. Alors, je vous invite, si vous voulez voir le meilleur niveau de baseball amateur au Québec, eh bien, ce sont de très, très bons joueurs. Vous allez être surpris de ce calibre. Alors, non seulement donc la Ligue de baseball junior élite du Québec, mais vous pouvez aussi aller encourager les joueurs un petit peu plus vieux, mais qui ont encore la passion du baseball. Je vous rappelle aussi le fameux 50-50 de moitié-moitié de Baseball Québec. Allez sur la baldor.com. C'est pour évidemment amasser des fonds pour le baseball amateur et en plus, ça va peut-être vous rendre un petit peu plus riche. Il y a plus de 15 000 $ en prix aussi. Ça inclut des billets pour des camps d'entraînement, que ce soit en Arizona ou en Floride. En Arizona, on a même la chance d'aller voir un Abraham Toro, par exemple, avec le camp d'entraînement des A's d'Oakland. Alors, allez sur labaldor.com. Vous allez avoir tous les renseignements nécessaires pour procurer vos billets. Merci beaucoup, Marc. Écoute, Marc, il y a 3 jeux ou incidents, peu importe comment on peut les appeler, là, qui sont arrivés sur le terrain au cours de la dernière semaine, sur lesquels je veux qu'on s'attarde un peu. Kyle Finnegan, c'est le releveur numéro 1 des Nationals de Washington. Les buts étaient remplis, score égal, 9e manche, et un compte complet, et on a gagné les Rockies du Colorado parce que Finnegan a pris trop de temps pour effectuer son tir. C'est pas un cas isolé dans le cas de Finnegan. C'est lui qui a été pris le plus souvent à prendre trop son temps. Mais quand tu as 3 balles, 2 prises dans une situation comme celle-là, Marc, il faut que tu sois conscient. Puis, je veux juste faire un parallèle, Marc, avec un incident auquel j'ai déjà assisté dans un sport qui est le tennis. Puis, je me rappelle avoir déjà couvert la Coupe Davis du Canada. Puis là, Daniel Nestor, qui est un joueur qui joue en simple à ce moment-là, s'est spécialisé en double par la suite. Il a fait un paquet d'erreurs, des fautes de pied. C'était à répétition pendant le match. Ils ont perdu le match. Et après, l'entraîneur de l'équipe canadienne a dit, là, Daniel Nestor n'a pensé qu'à lui-même. Il n'a pas pensé à s'ajuster. S'il avait joué pour lui, c'est une chose. Mais là, en Coupe Davis, tu joues pour l'équipe. Et là, il vient perdre un gros match pour nous autres. Puis moi, je mets ce que Finnegan a fait dans la même catégorie que ce que Daniel Nestor a fait pour l'équipe canadienne. Écoute, absolument. C'est la première fois d'ailleurs depuis l'instauration du cadran qu'un match se perdait sur cette décision-là. C'est ce que les gens craignaient, rappelle-toi, lorsqu'on avait mis en place ce nouveau règlement-là. Mais là, je pense que tout le monde est éduqué, là, tout le monde connaît la règle. Il y a même, même sans être subtil, enlève ton pied de la plaque. Tu as le droit à 2 fois de retirer ton pied de la plaque, pour pas t'empêcher d'avoir cette balle additionnelle là, compte tenu du temps que tu prends. Donc, je veux dire, je comprends que la situation, but rempli, 3 balles, 2 prises, mais
J'ai pas aimé ça non plus. Remarque que ça semble avoir été une 4e balle parce que l'arbitre, par le temps qu'il décide de dire « Hey, t'as pris trop de temps », ben il avait effectué son lancer. Mais écoute, moi je suis d'accord avec toi. Tiens, là, ça fait 2 ans, on connaît la règle, on connaît comment ça fonctionne. Je pense que tout le monde s'est adapté à ça. Ça fait partie de ta concentration, ça fait partie des choses qui restent à faire. J'aurais aimé aussi que le receveur, souvent on envoie les receveurs qui font signe, hey, dépêche-toi, là, on le voit tout le monde est capable sur le terrain de voir le cadran. Bravo à l'officiel regarde, c'est une règle. Alors, à un moment donné, il faut qu'il rende sa décision. Et je pense que tout le monde doit utiliser ça à titre d'exemple. Regarde, ça peut arriver. Alors, si on fait pas attention, ça peut arriver. Ouais. Alors, faisons en sorte que ça n'arrivera plus. Mais là, il va falloir que Finnegan trouve le moyen d'accélérer. Oui. Parce que tu l'as dit, c'est pas un cas isolé pour lui. Là. Il y a un des pires à ce niveau-là cette année, en fait, dans le baseball. Alors, effectivement, là, c'est peut-être le réveil que ça lui prenait pour... soit accélérer les choses ou utilise, comme j'ai mentionné, le fait que tu peux retirer ton pied de la plaque à 2 reprises. Oui, ben écoute, j'espère qu'on lui a parlé qu'on lui a parlé en plein visage après le match. Moi, je trouve que c'est inacceptable là, ce qui est arrivé. Et en plus, c'est pas comme si à 0, on lui a donné quand même, tu sais, pas 3 secondes, là, mais il a eu le temps d'effectuer son tir au moment où c'était à 0. Il l'a pas fait. Regarde. Et la responsabilité vient entièrement sur ses épaules. On mentionnait Washington qui s'est invité dans la course pour une place en série. Là. Je trouve pas ça très, très fort. Bon, Marc, remets donc un peu ton gant de voltigeur, là, ta casquette et tes crampons pour 2 secondes. Là. Osé Siri, il a fait tout un relais au 3e but cette semaine dans un jeu qui a été important dans une victoire contre les Twins du Minnesota. C'était en manche supplémentaire, coureur au 2e, on menait par 1. Sauf que Siri était le voltigeur de centre, puis il est allé sur le territoire du voltigeur de droite. Je comprends que c'est lui qui a le meilleur bras, tout ça. Chapeau, il l'a déjà fait. Moi, je l'ai déjà vu en série mondiale dans les années 70. Les Dodgers, en fait. Joe Ferguson qui l'avait fait contre Jim Wynn. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu-là? Parce que tu regardes à l'origine, si le voltigeur de droite s'était tassé pour lui laisser, mais c'était pas le cas, il semblait être prêt à capter la balle. Chapeau à Siri. C'est juste que je trouve pas ça habituel la façon que ça s'est passé. Bon, écoute, Alain, effectivement, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et là, faut connaître des circonstances. C'est-à-dire que Siri a un très bon bras, et il est reconnu pour son bras. Et bon, si tu avais eu je sais pas moi, un Dave Parker au champ droit, là, je pense qu'on aurait pu laisser la balle à Dave Parker, là, ou un Vladimir Guerrero Senior, ou bon, tous ces gars qui avaient des bons bras. Moi, je l'ai déjà fait, Alain. Personnellement, j'avais un bon bras. Le voltigeur de centre a priorité sur tout le monde sur le terrain. Même si parfois ton angle n'est pas parfait, si tu le sens, si tu as l'impression que tu es capable quand même de contourner un peu la balle, c'est à toi de décider. C'est au voltigeur de centre à décider. Même si parfois le voltigeur de droite est un peu mieux positionné, tu as quand même le droit de dire c'est à moi ce balle-là. Ça fait partie là, c'est pas juste parce que c'est Siri ou que c'était à moi à l'époque. C'est comme ça que ça fonctionne sur un terrain de baseball. Logiquement, t'as raison, c'est le voltigeur qui est mieux placé, mais on le voit de moins en moins. Allez. Moi, parfois, je vois des jeux où on aurait pu laisser la balle à le champ gauche ou le champ centre ou le champ droit, bon, évidemment, le cas échéant, là, et on le fait pas. Mais dans ce cas-ci, Siri manque pas de confiance, hein, on le voit jouer de plus en plus, là, c'est un gars qui s'aime beaucoup, là, mais qui a effectivement des atouts pour. Alors, ça, là, c'est un moment, une prise de décision qui se fait au moment où la balle est frappée. Comme j'ai dit tantôt, c'est comment tu le sens, là. Tu le sens que tu vas te rendre à la balle, tu sens que ton élan t'amènera pas vers, par exemple, vers la ligne de démarcation au champ droit, là. Tu vas être capable quand même de pivoter sans être parfait, puis de réaliser un relais qui est précis. Donc, moi, j'ai trouvé ça correct, compte tenu du résultat en plus. Mais il faut évidemment que tu parles à ton coéquipier, parce que moi je te dis, je le sens, je l'ai essayé, je l'ai raté. Il faut quand même que tu l'expliques à ton coéquipier. Il dit, écoute, moi je l'ai senti, j'avais l'impression que j'étais capable de me rendre, j'ai l'impression que j'étais capable de faire ce que j'avais à faire. Ça n'a pas marché. Peut-être la prochaine fois je vais te le laisser. Mais j'ai aucun problème avec un joueur qui prend cette situation-là en charge. Dans ce cas-ci. Par contre, si mon voltigeur de droite a la réputation d'avoir un bon bras,
je lui laisse. Assurément, je lui laisse. Même si je le sens, là, puis tu sais, parce que du coin de l'œil, tu peux le voir, la balle était soulevée assez haute pour avoir une fraction de seconde pour regarder ce qui se passe. Alors, c'est du cas par cas. Tout ça pour dire, Alain, que c'est du cas par cas dans cette situation-là. Et le résultat, bien évidemment, favorise la décision de Siri. Si Siri la lance tout croche par-dessus, eh bien là, tout le monde va devoir se parler pour dire, regarde, tu le sentais, mais tu étais tout croche. Peut-être la prochaine fois, tu laisseras la balle à ton coéquipier. Alors, tu sais, c'est pour ça que on le voit moins souvent, mais lorsqu'on le voit et que ça réussit, ben il faut comprendre dans quel état d'esprit on se retrouvait là. Ouais, ben écoute, chapeau à Siri. Hein. Il a pris la responsabilité de prendre la balle et je vous dirais, de ce que j'ai vu, c'est le relais de l'année, compte tenu des circonstances encore plus, là, parce que ça a coupé les jambes des Twins. C'était le point égalisateur. On voulait l'envoyer au troisième plutôt qu'au deuxième. Puis en le coupant, c'est un retrait plus de coureurs. Bref, on a gagné le match par la suite. On va terminer avec Juan Soto. Marc connaît une bonne saison, on le sait. On a perdu 2 matchs sur 3 des Yankees en fin de semaine face aux Braves d'Atlanta. Il a été déclaré retiré sur une 3e prise qu'il a regardé passer parce qu'il avait demandé un temps d'arrêt tout juste avant qui ne lui a pas été accordé. Et moi, je dis chapeau à l'arbitre et ça fait longtemps que je le dis, Marc, le temps d'arrêt, écoute, moi je trouve que les frappeurs en abusent. Mais, regarde, je sais que c'est 1 par présence. C'est correct. Moi, je l'enlèverais, mais ça, c'est juste moi. Toujours est-il que, dans le cas de Juan Soto, il l'a demandé tardivement, mais moi, la règle, c'est si tu t'installes dans le rectangle des frappeurs, mais une fois installé, tu n'as pas d'affaire à demander un temps d'arrêt. En fait, Alain, premièrement, moi, je pense qu'il faut que tu en aies un temps d'arrêt. Là. Je veux dire, moi, là, si je suis un frappeur, puis je sais que j'ai pas de temps d'arrêt, donc là, déjà là, je trouve que c'est correct, mais bon, c'est limite. Tu le sais pas, là, mané, tu reçois, t'as quelque chose dans l'œil ou t'es dérangé par quelque chose. Là, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais dans le cas de Juan Soto, il était pas, en tout cas, il semblait pas dérangé. C'est un temps d'arrêt parce qu'il y en avait encore un. Mais là, c'est vraiment au jugement de l'arbitre. Et tu sais, s'il sent que le lanceur va amorcer son tir ou il sent que il est en train d'armer ses jambes, c'est correct de ne pas l'accorder. Puis j'espère que ça va être un bon exemple parce qu'effectivement, j'ai pas de problème avec les temps d'arrêt, mais les temps d'arrêt qui sont tardifs. On en voit de moins en moins, là, heureusement d'ailleurs, Alain, où là, le lanceur amorce son élan, puis l'arbitre accorde le temps d'arrêt, puis là, le lanceur, à la limite, c'est même dangereux pour les blessures là, à certains niveaux. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est correct de ne pas l'accorder, puis il faut que les joueurs, les frappeurs le sachent. Que c'est pas un automatisme de dire time out, puis que l'arbitre va l'accorder. Alors, je pense que c'est là qu'il faut aller, tirant-en une leçon un peu de cette situation-là. Bon, c'est plate pour Soto, ça a donné que c'était une 3e prise en plus. Donc, il n'a vraiment pas pu se défendre par la suite. Mais ça reste une décision qui est un jugement de l'arbitre. Mais moi, je suis content de le faire parce qu'il y a trop d'automatisme souvent dans ce genre de situation-là. Oui, puis tu parles d'automatisme. Le fameux temps d'arrêt, c'est presque automatique, c'est après 2 prises. C'est 95% et peut-être même plus de ces temps d'arrêt de la part des frappeurs. Je dirais pas qu'ils sont inutiles, là, mais ils sont vraiment tannants pour des raisons, je pense qu'ils sont même pas motivés. Non, Alain, je suis pas d'accord. Tu es à 2 prises, tu affrontes un gars, tu es 0 et 2, le gars lance fort, le gars, puis tu as un travail à faire. Tu as le droit de prendre un petit 5 secondes là, pour reprendre un peu tes esprits, te regrouper, avoir une concentration. C'est quoi mon plan maintenant? Je veux dire, il faut se retrouver dans cette situation-là pour comprendre que le temps d'arrêt est important. Est-ce qu'il y en a qui le sont pas? Assurément, là. Mais je te dirais que la plupart, là, surtout à 2 prises, c'est dire, OK, attends un petit peu, là, je vais me donner un petit 5 secondes de plus. D'ailleurs, ils sont pas très longs, là. C'est pas très long, les temps d'arrêt, là. Mais je pense qu'il y a quand même plus de nécessité que tu le penses, Alain, dans ce cas-ci, là. Alors, il faudrait peut-être donner aux lanceurs le droit de le faire à ce moment-là. Parce qu'il y a personne sur les buts. Ils peuvent pas, sinon c'est une balle. Exact. Le lanceur n'a pas cette prérogative-là sans qu'il y ait de courant sur les buts. Mais regarde, Marc, c'est pas le sujet au baseball sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord, mais n'empêche pas qu'on apprécie quand même ce qui se passe sur le terrain. En terminant, au début de la semaine dernière, on a perdu un grand du baseball, Willie Mays, âgé de 93 ans. Marc, tout a été dit ou à peu près là, sur Willie Mays et bon... le sort a voulu que ce soit la même semaine au cours de laquelle on disputait un match à Birmingham, soulignant l'apport de la Ligue des Noirs dans l'histoire du baseball. Bref,
qu'on pourrait élaborer sur la carrière de Willie Mays, sur effectivement la contribution de tous ces joueurs afro-américains dans le monde du baseball et tout ça, mais pas mal tout a été dit. Puis, on va lever notre chapeau, nous aussi, en compagnie de tous ceux là, qui ont vécu ces moments là, jeudi dernier lors de ce match. Ouais, écoute, regarde, Willie Mays, effectivement, il a toujours su aider la cause du baseball. Probablement un des meilleurs joueurs de tous les temps aussi. Puis autant, on en a parlé, mais autant bon joueur que bon être humain. Mais ce qui est ironique, Alain, avec ce match joué à Birmingham, c'est que c'est le seul stade, puis évidemment, on l'a modifié, là, et d'ailleurs, juste en passant, on l'a modifié, Alain, je sais pas si tu as vu des images, mais le stade original, on a gardé les clôtures. Ça n'a pas de bon sens, Alain. C'est des distances de 460 pieds dans les allées. Ça n'avait aucun sens. Mais tout ça pour dire que c'est le seul stade dans lequel Willie Mays a joué professionnellement qui existe encore. Imaginez, c'est le plus vieux de la gang parce qu'évidemment, il a joué pour les Giants et de New York et de San Francisco. Les deux stades n'existent plus à ce niveau-là. Donc, tout ça pour dire que ça a été une très, très belle semaine pour... et là, je dis belle semaine parce qu'on a célébré ce grand athlète-là et en plus avec ce match présenté à Birmingham, en Alabama. Donc, bravo à Willie Mays, bravo au baseball majeur pour... agir de la sorte et surtout de souligner, ça fait partie de l'histoire du baseball. Il faut souligner ce genre d'événement-là. Oui, tout à fait. Et les joueurs d'ailleurs d'origine afro-américaine là, étaient pas mal émus. J'ai regardé en entrevue, Marc, que ce soit les Mason Wynn entre autres là, et d'autres. Là. C'était une soirée très spéciale pour ces joueurs. Ben absolument. Puis c'est correct. Faut être fier de nos origines. Faut être fier du chemin parcouru. C'est pas encore parfait ce qui se passe, mais on est certainement plus avancé. Alors moi, je trouve que le sport aide beaucoup à la société parfois à souligner ce genre d'événements-là. Puis Willie Mays qui nous quitte au même moment où on célébrait ça, c'était pratiquement même parfait là, comme situation. Ouais. Alors, tant mieux, mais on va se rappeler évidemment longtemps de Willie Mays comme un des plus grands joueurs de l'histoire du baseball. Absolument. C'est temps de vous présenter nos 3 matchs cette semaine. 3 bons matchs. L'horaire présenté cette semaine par la boutique des fans, votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop, on vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. Donc on commence ce lundi, on commence fort. 18h30 à RDS, Cleveland-Baltimore. Mercredi, le 26 juin, les deux clubs de New York, les Mets contre les Yankees, c'est à 19h à RDS. Et dimanche, comme à l'habitude, à 19h, ce sera RDS 2. Les Rangers du Texas qui commencent à montrer des dents contre les Orioles à Baltimore dimanche le 30 juin. Donc, ce sera la dernière journée du mois. Par la suite, le mois de juillet, ça veut dire que ça va commencer à chauffer pour certaines équipes en mode transaction. J'espère que ce balado vous a plu. Moi et Marc, nous vous souhaitons une excellente semaine de baseball. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.